Voilà, salam alaikum. C'est un plaisir de vous retrouver encore cette, pour cette séance. C'est la quatrième séance de cours de comptabilité générale pour tous. Je rappelle que nous avons vu dans la première séance l'utilité de la comptabilité, l'intérêt pour les différentes parties prenantes de l'entreprise, les actionnaires, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, la direction des impôts. Et donc la comptabilité comme un moyen de preuve, de traçabilité des chiffres. Dans la deuxième séance, nous avons attaqué les différentes opérations réalisées par une entreprise qui sont de trois catégories. Des opérations d'investissement consistant en l'acquisition d'un bien durable que nous appelons immobilisation. Des opérations d'exploitation liées au quotidien, achat, vente, liées à des opérations récurrentes, fréquentes. C'est la vie quotidienne de l'entreprise, mais aussi des opérations de financement qui sont indispensables et pour financer les immobilisations, c'est-à-dire l'investissement, c'est ce qu'on appelle le cycle long, mais aussi pour financer l'exploitation à travers des découvertes et des crédits à très court terme. En troisième séance, nous avons présenté le bilan et nous l'avons défini comme étant une image fidèle du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Nous avons présenté en quelque sorte les principales caractéristiques du bilan. Donc un bilan doit être daté. Un bilan qui ne porte pas de date, c'est un bilan qui ne signifie absolument rien parce que la date, c'est elle qui permet de figer l'instant, figer le moment et de dire qu'à un moment donné, oui, le bilan d'une telle entreprise présente une situation nette de patrimoine. Nous avons parlé de la notion de ressources et donc qui sont indispensables pour financer le patrimoine. Nous avons bien précisé que la première ressource, c'est le capital, c'est l'apport des actionnaires. Cet apport peut être fait en bien en cash, c'est ce qu'on appelle l'apport cash, comme il peut être fait en bien en nature. Le cas échéant d'un actionnaire qui ramène un terrain, qui ramène une construction, qui ramène du matériel. D'accord? Nous avons aussi parlé exactement des autres types de ressources dont pourrait disposer l'entreprise, et notamment le cas du crédit fournisseur. Et nous avons bien sûr exposé l'utilité d'identifier ces différentes catégories de ressources afin de retrouver l'ensemble des emplois qui sont faits de ces ressources-là et que nous allons trouver au niveau de l'actif. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure du bilan, de la composition du bilan. Mais avant d'attaquer la structure de bilan, j'aimerais bien envoyer un grand bonjour et un grand bisou à mon neveu Yazid, Harrak, qui a fêté hier son anniversaire, qui a tenu à ce que je le salue à travers cette plateforme. Voilà, donc joyeux anniversaire Yazid et longue vie de joie, de bonheur pour toi, pour ta petite famille, pour tes parents et pour ton petit frère Ismaël. Alors, la structure de bilan donc se présente est composée de deux parties. D'abord, la partie actif, composée par l'ensemble des emplois, et la partie passif, qui permet d'identifier les ressources nécessaires à l'entreprise. J'espère que c'est bon, parce que j'essaie de, comme l'avait indiqué la dernière fois Badr, il suffit de cliquer. J'essaie de cliquer, voilà. Voilà, super, très bien, voilà. Voilà donc la structure de bilan. Vous le remarquez ici, c'est une structure bien ciblée qui permet de décomposer le bilan en trois niveaux. Le haut du bilan, c'est ce qu'on appelle les éléments durables. Et ces éléments durables, ce sont des éléments qui permettent de retrouver éventuellement la composition stratégique du patrimoine de l'entreprise. Et notamment, regardez, à ma droite, vous avez les financements permanents. C'est exactement l'ensemble des ressources indispensables pour financer, d'accord, l'ensemble des emplois durables, d'accord. Et regardez, ces emplois durables, on va les examiner un par un. Nous allons décortiquer chaque élément des immobilisations pour que vous puissiez justement comprendre le pourquoi de la place, justement, de ces éléments ici au niveau de l'actif immobilisé. Au milieu du bilan, remarquez, il y a un parallélisme entre
les ressources circulantes, c'est ce qu'on appelle le passif circulant hors trésorerie, et les emplois circulants. Regardez, on va aussi là les décortiquer pour vous expliquer le pourquoi de ce parallélisme entre chaque composant d'actif. Et regardez, il y aura un parallélisme très très précis au niveau des éléments circulants. Et finalement, en bas de votre bilan, regardez, vous retrouvez les éléments de la trésorerie, c'est le cash. Donc, on va vous expliquer ce que nous entendons parler par trésorerie passif et ce que nous entendons parler par la trésorerie active. Alors, on va examiner chaque élément à part. Commençons d'abord par le patrimoine, l'actif du bilan. On avait dit, c'est l'ensemble des emplois réalisés par l'entreprise et notamment tout ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir assurer le cycle d'exploitation de l'entreprise et la vie quotidienne. Il est composé d'un actif immobilisé, d'un actif circulant et d'une trésorerie active. Donc, 3 niveaux. Commençons par le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau durable, appelé aussi actif immobilisé. On l'a bien défini la dernière fois comme étant l'ensemble des biens dont la durée de vie. Et quand je dis la durée de vie, je pense ici à la durée d'exploitation, c'est-à-dire la durée d'usage que fait l'entreprise de ces biens. Quand la durée d'usage atteint 1 année et plus, eh bien là, vous vous retrouvez avec une immobilisation. Selon le Code général de normalisation comptable, c'est la loi sur la comptabilité, si vous voulez, pour simplifier les choses pour vous pour le moment. On va détailler quand même ce texte par la suite. Les immobilisations sont de 3 catégories. D'abord, la première catégorie, c'est ce que nous appelons les immobilisations non-valeur. La deuxième catégorie, les immobilisations incorporelles. La troisième, c'est les immobilisations corporelles. Et la quatrième, c'est les immobilisations financières. Alors, pour vous simplifier la vie, moi, je vais commencer par des choses les plus simples, que vous comprenez d'abord, les immobilisations corporelles. Regardez, je commencerai par la troisième catégorie. Les immo corporelles, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a, toute immobilisation tangible qui est un corps physique, que vous pouvez toucher. Le matériel, c'est les machines, c'est les bâtiments, c'est les installations techniques. Tout ce qui est un corps physique et que l'entreprise pourra utiliser pendant une durée supérieure ou égale à 1 an, eh bien, c'est une immobilisation corporelle. Deuxième catégorie, d'accord? C'est les immobilisations incorporelles. Eh bien, c'est le contraire des immo incorporelles. Justement, ces biens-là durables, ce sont des biens qui ne sont pas tangibles. C'est-à-dire, ce sont, si vous voulez, des biens qui vont procurer à l'entreprise une valeur ajoutée à long terme et dont la durée d'exploitation atteint 1 année et plus. Exemple type du fonds commercial, vous vous rappelez, lors de la troisième séance, on a bien expliqué ce que nous entendons parler par fonds commercial. Nous l'avons défini comme étant une autorisation accordée par le propriétaire juridique du foncier d'un magasin qui va louer, justement, dans le cadre d'un contrat de bail à un commerçant et que ce contrat de bail, ipso facto, engage, bien que ce n'est pas indiqué dans le contrat juridique, le contrat de bail, mais il engage les deux apports, et le propriétaire juridique et l'exploitant. L'exploitant, c'est un commerçant. Le propriétaire, lui, ramène le bien, c'est-à-dire le magasin. C'est une association, dans ce cas professionnel, en vue, bien sûr, de permettre à qui? De permettre aux commerçants. Vous voyez, c'est le commerçant qui en profite. De générer, donc d'exploiter le magasin pour des fins industrielles, commerciales, éventuellement pour une longue période, ce qui va permettre à ce commerçant de générer des bénéfices. Et en contrepartie, malheureusement, le propriétaire se trouve un peu, en quelque sorte, lésé, parce que le fait de recevoir que des loyers périodiques chaque fin du mois, c'est quand même, on va dire, une indemnisation qui ne permet pas aux propriétaires de bénéficier pleinement de tous les avantages de l'exploitation de ce magasin. Donc, c'est normal que ce propriétaire va devoir exiger sa contrepartie, c'est-à-dire ses droits à l'exploitation accordés à ce commerçant. Et ces droits, c'est exactement la part dans les bénéfices générés à terme, à vie. Donc, lui, le propriétaire, va exiger une part des bénéfices exploités à vie de ce magasin. Et donc, c'est le premier locataire qui va devoir partager ses bénéfices. Quand je dis partager, je ne pense pas uniquement à 50%, 50% pour les deux parties. Non, c'est quelque chose, un montant que doit payer le locataire pour indemniser
le propriétaire. Justement, c'est ce que nous appelons le fonds commercial. C'est l'appellation comptable. L'appellation juridique, c'est le droit au bail. Les banquiers l'appellent pas de porte. Et nous, en arabe, on l'appelle le commun, c'est sarut, c'est ce que nous appelons sarut. Donc, un exemple des IMO incorporels, le fonds commercial, mais aussi un autre exemple, c'est les franchises, c'est les autorisations, c'est des droits. Par exemple, un procédé industriel mécanique va acheter une entreprise de fabrication de voitures, un nouveau procédé mécanique. Elle va devoir acheter la franchise, acheter ce brevet. Et comme cette autorisation, toujours, elle est accordée pour 1 an et plus, et donc c'est le caractère durable qui nous donne le droit de l'enregistrer justement dans ces IMO incorporels. L'autorisation, c'est juste quelque chose accordé sur un papier, un contrat, comme ce n'est pas corporel, donc on l'intègre dans les IMO incorporels. Donc, euh, tout droit accordé à une entreprise et que la durée d'exploitation de ce droit atteint ou dépasse 1 an, forcément, ces droits vont rentrer dans la catégorie immobilisation incorporelle. Alors, la troisième catégorie, ici, c'est celle-là, les IMO financières. Donc, j'y vais dans un ordre, on va dire, croissant de difficulté. J'ai commencé par les IMO corporels, puis par la suite les IMO incorporels. Maintenant, les immobilisations financières. Alors, le caractère durable, il est toujours présent. C'est justement des biens, mais dont le caractère étant financier. Donc, ce n'est ni corporel ni incorporel. Quand je dis immobilisation financière, ça fait référence au fonds, ça fait référence à l'argent. Et c'est précisément le cas, par exemple, je donnerai le cas des prêts. Quand l'entreprise dégage un surplus de trésorerie et que son affaire marche très bien, et que bien sûr, dans le cas de l'optimisation de la gestion de trésorerie, il est très important d'atteindre et d'arriver au moins, d'essayer de s'approcher de cet optimum trésorerie zéro. Donc, pas de trésorerie excessive, oisive, c'est-à-dire qui n'est pas rentable. Il faut aller la placer sur le marché, soit l'économie réelle à travers des investissements, soit l'économie financière à travers des placements sur les marchés. Mais aussi, hein, il ne faut pas avoir des découvertes, c'est-à-dire une trésorerie en rouge, parce que vous allez devoir payer le prix très cher à cause des intérêts qu'il faudra payer finalement à la banque. Dans ce cas, ce placement de trésorerie pourra être fait soit sous forme d'achat de titres et d'actions sur le marché financier et la bourse des valeurs. Mais comme ces titres, vous avez l'intention de les garder pour une longue période, donc c'est vous qui décidez de la durée. Si vous avez l'intention de garder ces actions et ces titres pour une longue période, vous les placez ici, dans les IMO financières. Mais il faudrait quand même savoir pour quelles raisons vous allez garder des titres pour une longue période, 1 an et plus. L'objectif de ces placements, j'avais dit tout à l'heure que c'est un objectif de rentabilité. Donc, si c'est un objectif de rentabilité, moi, je ne vais pas quand même attendre 1 an, 2 ans pour revendre ces titres-là. Je vais devoir les revendre rapidement dans les mois qui suivent. Donc, si je dois les garder pour 1 an, donc l'objectif, c'est beaucoup plus de contrôle et quelque part de participation dans le capital de d'autres sociétés, notamment dans le cadre d'une politique de diversification. Vous trouvez parfois des hommes d'affaires qui ont des entreprises et qui ne veulent pas miser leurs capitaux dans le même panier, donc le même secteur, préfèrent un petit peu diversifier les investissements dans un certain nombre de portefeuilles, ce qui va leur permettre de minimiser le risque. Effectivement, la diversification permet de minimiser le risque. Et comme ces titres-là sont gardés pour une longue période, l'objectif étant de contrôler ces sociétés-là dans les titres sans acquis, eh bien, nous parlerons dans ce cas de titres immobilisés. Alors, on verra tout à l'heure, quand on va expliquer les composantes de l'actif circulant, que ces titres achetés peuvent être revendus parce que l'entreprise souhaite peut-être spéculer un petit peu sur les valeurs boursières. Alors, dans ce cas, ces titres seront acquis pour une courte période et je ne vais pas les enregistrer dans les IMO financières. Je vais les enregistrer, on verra, dans l'actif circulant. Donc, c'est le choix, c'est l'entreprise, c'est les responsables de l'entreprise qui va décider, qui vont pardon plutôt décider où mettre les titres. Est-ce qu'ils vont être immobilisés dans un objectif de renforcement de la participation de l'entreprise dans, bien sûr, ces autres secteurs d'activité, ou est-ce que par contre l'objectif étant de les acquérir en vue d'atteindre un niveau de rendement par titre et donc de les revendre à court terme? Alors,
Autre catégorie d'immobilisation financière, nous avons des prêts immobilisés. Je donnerai le cas des sociétés qui, dans le cadre de la politique sociale interne, offrent des prêts à ses employés pour pouvoir acquérir, par exemple, leur logement ou leur appartement. Et donc, cette politique permet à l'entreprise d'avoir quand même un bien-être social à l'intérieur de l'entreprise, un bon climat social, motivant les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Au lieu que le salarié aille auprès d'une banque pour décrocher une ligne de financement pour acquérir son appartement, un taux d'intérêt supposons de 7%, l'entreprise pourrait peut-être accorder cet avantage à ses employés avec un taux d'intérêt bonifié, c'est-à-dire plus intéressant et plus motivant que celui offert sur le marché. Donc là, parce que c'est des biens appartenant à l'entreprise et parce que je reviens à la définition d'un actif, l'actif, c'est les biens, c'est le patrimoine de l'entreprise. Ce patrimoine peut être de différentes natures, corporel, incorporel, comme il peut être purement du cash. Et oui, donc ça colle parfaitement par rapport à la définition des éléments patrimoniaux et donc des composants de l'actif. Alors, la dernière catégorie de ces immobilisations, c'est les immobilisations non valeur. À vrai dire, c'est la seule partie du bilan qui pose un sérieux problème pour les personnes qui désirent s'initier à la comptabilité, c'est la composition de cet actif immobilisé. Donc, cette dernière catégorie, les immobilisations non valeurs, sont en réalité de différents types. Mais en général, les IMO en non-valeur, c'est des dépenses. Et comme son nom l'indique, ce sont des dépenses en non-valeur, c'est-à-dire sans contrepartie patrimoniale. Autrement, une personne non initiée à la comptabilité, quand il examine un petit peu le titre, elle va me dire, oui, madame, dans ce cas, c'est des dépenses que l'entreprise va devoir engager sans qu'il y ait une contrepartie de biens tangibles, corporels, incorporels. Oui, effectivement, ce sont des dépenses souvent qualifiées de non-valeur parce que d'abord, c'est des dépenses engagées au moment de la création de l'entreprise. Alors, quand on veut monter un projet, forcément, il faut chercher le local, payer 3 4 mois de loyer d'avance, payer peut-être une petite étude commerciale, payer un notaire ou une agence ou une petite fiduciaire pour la rédaction des statuts, payer les droits d'enregistrement de ces statuts, c'est-à-dire les droits d'enregistrement du capital à la direction des impôts, payer les frais d'immatriculation de vos statuts au tribunal de commerce, autant de dépenses que l'entreprise va devoir engager, imaginons 25 000 ou 30 000 dirhams, d'un seul coup, au début, pendant les 3 premiers mois, alors que l'activité n'a pas encore démarré. C'est comme si on a l'impression que c'est de l'argent qui va être jeté par la fenêtre et qu'il va être perdu finalement ce montant-là. Ben, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien perdre. Le Code général de normalisation comptable vous a donné la possibilité de les récupérer, mais sous condition. Gardez, s'il vous plaît, la preuve comme quoi vous les avez engagés. Gardez toutes les factures, gardez toute pièce qui justifie que vous avez bien sûr engagé chez dépenses. La direction des impôts vous donnera un reçu, le tribunal du commerce vous donnera un reçu, le notaire vous donnera une facture, la fiduciaire vous donnera une facture, la société qui vous a fait l'étude commerciale vous donnera aussi une facture. Gardez ces pièces-là, comme quoi vous avez la preuve que vous avez engagé une telle dépense et vous allez les récupérer, mais pas tout de suite. Vous allez devoir les récupérer sur quand même plusieurs années, de 3 jusqu'à, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans. Vous pouvez aller rapidement sur 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Mais comme la durée de récupération, elle est de plusieurs années, c'est pour cela que nous les qualifions de non-valeurs et aussi immobilisés, d'où l'appellation immobilisation en non-valeur. Donc, ce sont des dépenses sans contrepartie patrimoniale souvent qui ne permettent pas à l'entreprise de s'assurer que le projet va marcher, mais que vous êtes obligé d'engager souvent au début d'un projet et que vous pouvez récupérer, bien sûr, et pas de souci. C'est pour cela que l'appellation, moi j'aurais bien aimé qu'on les appelle sommes en non-valeur, mais bon, parce que immobilisés et récupérés sur une période qui dépasse un an, qu'ils porteront finalement le qualificatif immobilisation. Alors, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose, c'est que il ne s'agit pas uniquement que de frais engagés, appelés les frais préliminaires, mais on peut aussi retrouver d'autres catégories d'immobilisation non-valeur,
tels que les frais d'acquisition d'immobilisation. C'est des charges à répartir. Souvent, l'entreprise, notamment dans les gros investissements, quand l'entreprise, par exemple, va importer du matériel de l'étranger, elle va payer des droits de transit, de transport, des droits de douane, des frais d'installation, des frais de montage. Il y aura les ingénieurs du fournisseur qui vont devoir se déplacer ici, former le personnel, installer, faire les premiers tests, etc. Ce sont des frais qui sont très importants et que vous ne pourrez pas les faire supporter un seul exercice. Parce que c'est grâce à l'engagement de ces frais que vous allez justement rendre une machine acquise nouvellement fonctionnelle. Et donc, ces dépenses-là, à vous le choix de les mettre, soit dans les frais d'acquisition des immobilisations, qui sont des non-valeurs, et que vous pouvez récupérer, on l'avait dit tout à l'heure, entre 3 jusqu'à 5 ans, soit de les ajouter dans la valeur historique, c'est-à-dire la valeur d'acquisition des biens. Et vous savez, quand on ajoute dans la valeur d'acquisition des biens, Inch'Allah, dans les prochains chapitres, le développement un petit peu avancé de ce chapitre, on verra que ce sont des biens qui vont malheureusement être récupérés sur une longue période. Et nous, on a engagé des frais qui sont importants, donc on ne peut pas attendre 10 ans pour récupérer ces frais. On a la possibilité de les mettre tout simplement sur les non-valeurs et hop, récupérer facilement ces immobilisations non-valeurs, c'est-à-dire récupérer ces dépenses. Donc, vous allez devoir faire un arbitrage, les ajouter à la valeur d'origine de l'immobilisation. Et l'immobilisation, c'est un bien, on verra par la suite, qui va être amorti sur une longue période. Vous imaginez 10 ans pour pouvoir récupérer une somme de 100 000 de frais, c'est quand même beaucoup. Sinon, on les met directement dans les non-valeurs et là, par exemple, sur 4 ans, je les récupère rapidement. Alors, un récapitulatif de ces IMO en non-valeurs. C'est l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise, souvent lors du démarrage, ou bien ce sont des dépenses que l'entreprise a jugées comme étant engagées sans qu'il y ait une contrepartie patrimoniale, c'est-à-dire on n'est pas sûr et certain que l'engagement va avoir et va permettre à l'entreprise de générer une valeur ajoutée ou des bénéfices. Des IMO aussi des dépenses aussi qui sont souvent engagées lors de la création d'entreprise, comme les frais de constitution, les frais de publicité. Et il faut juste disposer de la preuve, c'est-à-dire des documents comptables qui justifient l'engagement de ces dépenses. Au total, nous avons donc 4 catégories d'immobilisation. Les immobilisations en non-valeur, c'est les premiers selon le classement. Ce n'est pas moi qui décide, hein, c'est le Code général, normalisation comptable. Deuxième catégorie, les immobilisations corporelles. Troisième catégorie, les immobilisations financières, plutôt les corporelles. Et la dernière catégorie, c'est les immobilisations financières. La deuxième masse au niveau de l'actif, c'est l'actif circulant. Regardez, on commence par les éléments durables, l'actif immobilisé, et on passe au milieu à des éléments qui ne sont pas durables et qui sont d'une durée de rotation à moins d'un an, qui n'atteignent jamais un an. C'est ce que nous appelons actifs circulants. C'est des biens, c'est des emplois qui sont logiquement destinés à être transformés en cash, le cas des stocks. Quand je prends un supermarché, on achète des stocks, on les met dans l'actif, précisément l'actif circulant. L'objectif, c'est de revendre rapidement ces stocks. Donc, je ne pense pas qu'un supermarché va acheter un bien pour pouvoir le commercialiser l'année prochaine. L'objectif étant d'assurer une rotation rapide des stocks. C'est justement les créances clients. Ces stocks-là de marchandises, quand ils sont revendus, une partie étant encaissée cash, c'est ce que nous souhaitons, mais à cause de la concurrence, on va être obligé de vendre une partie à crédit. Dans ce cas, l'entreprise va dire qu'elle a une créance client bien sûr sur le marché, et qu'elle va pouvoir récupérer de l'argent, pas tout de suite, dans quelques semaines, voire quelques mois, mais pas plus de quelques mois. Je ne pense pas qu'une durée de créance circulante va devoir dépasser un mois ou 3 mois au plus. Il y a quand même une loi sur les délais de paiement. Vous avez aussi divers débiteurs, c'est-à-dire d'autres catégories de créances. C'est le cas éventuellement, par exemple, quand je prends un associé qui a demandé une avance de fonds sur des bénéfices futurs. Dans ce cas, on va trouver cet argent logiquement appartenant à l'entreprise, mais prêté à l'associé dans le compte courant d'associé débiteur.
C'est aussi le cas d'une entreprise qui vend, par exemple, une partie de son matériel à crédit. Et dans ce cas, nous allons considérer qu'elle a aussi une créance, mais pas normale, pas d'exploitation, une créance un peu spéciale sur un client un peu spécial. Bref, l'actif circulant est l'ensemble des emplois que nous qualifions de cycliques, qui sont destinés à être mobilisés, c'est-à-dire récupérés sous forme de trésorerie, dans les meilleurs délais. Regardez par rapport à la durée de mobilisation de l'actif immobilisé, les immobilisations en haut, c'est durable, c'est plus d'un an et un an et plus, alors que l'actif circulant, non, c'est quelques semaines, quelques mois, 3, 4 mois maximum. Et finalement, la trésorerie, c'est du cash. C'est exactement ce que vous avez comme argent appartenant à l'entreprise. Justement, la contrepartie de la cession des stocks, c'est de l'argent cash qui va être mis dans les comptes bancaires. La contrepartie des ventes qui sont cash en caisse, c'est ce que nous allons mettre dans les coffres-forts. Justement, le coffre-fort, c'est l'argent billet de banque, hein. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. C'est ce que vous allez trouver en ouvrant le coffre-fort, la porte du coffre-fort de l'entreprise. Vous allez voir vraiment du cash. C'est ce que nous appelons en comptabilité la caisse. Je mets s'il vous plaît caisse au pluriel et la banque au pluriel parce que la banque au pluriel peut concerner plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de plusieurs banques de la place de l'entreprise. La caisse, il peut s'agir aussi de plusieurs coffres. Un coffre auprès du patron, un autre coffre peut-être auprès du comptable, mais ne vous inquiétez pas, tout est assuré, la traçabilité comptable est assurée. Regardez, la trésorerie active, on est franchement dans une liquidité immédiate. C'est de l'argent immédiat. Alors que le classement, quand je remonte un tout petit peu en haut, on commence par des éléments immobilisés, ils sont à long terme, ils ne sont pas du tout liquides. On passe au milieu à des éléments cycliques, l'actif circulant, relativement quand même plus liquides parce qu'elles sont circulantes, donc ils ne sont pas immobilisés. Et jusqu'en bas de l'actif, où je retrouve la trésorerie active, on est franchement dans des emplois immédiatement liquides. Et dans ce cas, je vais classer mon actif selon ce qu'on appelle un degré de liquidité croissante. Passons maintenant au passif. Le passif, on avait dit, c'est l'ensemble des ressources indispensables pour financer l'ensemble des emplois. Le passif, lui aussi, est classé en 3 catégories. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un parallélisme. Il y a un incroyable parallélisme. Il permet à toute personne qui souhaite s'initier à la comptabilité, vous n'êtes pas obligé d'être des experts, croyez-moi, vous pouvez assimiler, comprendre le jeu et le jargon comptable facilement. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser des écritures plus ou moins difficiles, parce qu'en fin de compte, toutes ces écritures difficiles de comptabilité qui posent parfois souvent problème, et notamment à nos étudiants dans les cycles supérieurs, etc., c'est une analyse intelligente. Et c'est très facile de retrouver l'imputation comptable forcément avec une petite analyse méticuleuse et vous arriverez à trouver le jeu d'imputation comptable. Mais avant, comprenez s'il vous plaît le pourquoi de la chose, c'est ce qui compte le plus. Et l'interprétation, faites parler s'il vous plaît ces chiffres-là et comprenez le jeu de la place de chaque chiffre à l'intérieur des données comptables. Commençons d'abord par le passif durable. Vous allez voir, il y a un parallélisme avec l'actif durable, c'est l'actif immobilisé. Après, on passera pas au passif circulant. Il y aura là aussi un parallélisme avec l'actif circulant. La trésorerie passive, il y aura là aussi un parallélisme avec la trésorerie active. Commençons par les ressources permanentes. Les ressources permanentes qui font partie du passif permanent sont composées de 2 catégories. D'abord les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme. On l'appelle passif permanent parce que c'est des ressources de longue période, c'est-à-dire des ressources dont la durée de remboursement va dépasser un an. La première ressource entre les mains de la personne morale que les associés vont créer, c'est le capital social. C'est-à-dire que les premières personnes qui vont accompagner financièrement cette personne morale, ce qu'on appelle Shrslemanawi, qui va être créée par les associés, et donc la première ressource est obligatoirement accordée par les actionnaires, c'est le capital social quand il s'agit d'une forme sociétaire ou personnel quand il s'agit d'une société de personnes. Et dans ce cas, quand j'examine la relation qui lie la personne morale avec les associés accordent à la personne morale leur apport, qu'on appelle capital,
Ce capital, on avait dit dans les dernières séances, il est composé de deux catégories, soit un apport cash en numéraire, ce qu'on appelle le capital en numéraire, soit un apport en nature, c'est exactement l'apport de fonds commercial, l'apport de machines, de terrain, construction, et demande à cette personne morale de leur accorder des bénéfices. Donc, il faut que la personne morale travaille. Il faut que la personne morale soit managée. Il faut qu'elle soit bien sûr gérée. Par qui? Par les associés. Sinon, on va mandater des gérants. On va recruter du personnel. On va acheter du matériel. On va activer la chaîne industrielle. Et on va activer les relations avec les partenaires et les parties prenantes de l'environnement, clients, fournisseurs, bailleurs de fonds et ainsi de suite. Et donc, grâce à cet apport initial qu'on appelle le capital, la personne morale, en assurant bien sûr l'activité d'exploitation quotidienne à la fin de l'année, quand on va faire un arrêté bilanciel et dire tiens, allez, l'affaire, est-ce qu'elle marche ou pas? Eh ben, on va faire la différence, vous verrez, entre ce que nous avons créé comme richesse sous forme de patrimoine et ce que nous avons comme dette à payer. C'est l'analyse très très résumée d'un entrepreneur. Voilà ce que j'ai dépensé, voilà ce que j'ai gagné, ce que j'ai généré comme patrimoine. La différence me donnera justement un bénéfice, ben, je mets la main sur le bénéfice pour avoir des dividendes. C'est justement cette analyse très réductrice que font les actionnaires et les associés quand ils montent des projets. La personne morale, quant à elle, elle est censée, bien sûr, jouer le rôle d'intermédiaire entre ses associés et ses actionnaires qui l'ont créé et l'ensemble des partenaires de l'environnement, les clients, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, les banquiers, la direction des impôts, les autres prestataires de services, etc. Elle est censée représenter ses associés vis-à-vis de ses partenaires et elle est censée, bien sûr, assurer une marge grâce à un mode de management qui va permettre finalement à l'ensemble des partenaires, mais principalement les associés, on va leur donner un droit de regard sur la bonne marche et notamment à travers un système de comptabilité. On verra par la suite que si l'affaire marche et qu'elle est bien gérée, chaque fin d'année, on va générer des bénéfices. Et que parfois, ces bénéfices, partagés ou pas, une partie des bénéfices restera capitalisée, c'est-à-dire elle va être mise en quarantaine à l'intérieur de l'entreprise. Ces bénéfices, logiquement, appartiennent aux actionnaires. Donc, vous allez voir que à chaque fois que quelque part de l'argent appartenant aux actionnaires ou des bénéfices appartenant aux actionnaires, on va toujours les trouver à côté du capital social. C'est-à-dire, on a l'impression que le législateur comptable, quand il a conçu en quelque sorte la structure de bilan, on a l'impression qu'il a essayé d'isoler ces catégories de biens ou de composantes patrimoniales de manière à permettre à chaque acteur voulant un petit peu jeter un coup d'œil sur la structure de ce patrimoine, eh bien, on lui a facilité la tâche. Vous voulez savoir justement la place des actionnaires dans le bilan? Ben, c'est simple. Regardez aux alentours du capital social. Il y aura le capital social, il y aura le résultat de l'affaire, il y aura la partie des résultats non partagés. Donc, il y aura tout un ensemble d'éléments. On verra, je ne veux pas vous compliquer la vie, mais je vous donne juste les choses d'une manière très simple. Et à côté du capital social, vous allez retrouver tout un ensemble d'éléments appartenant justement aux actionnaires et on aurait bien aimé que ce joli pactole soit partagé, mais ce n'est pas évident, hein. Il faut continuer à assurer l'existence de l'affaire. Donc, vous n'allez pas dispatcher comme ça ce pactole et il faut assurer la survie et l'autofinancement de l'entreprise. Deuxième catégorie des financements permanents, je suis dans des ressources qui sont accordées non pas par les actionnaires, mais qui sont accordées par le marché financier. C'est principalement les dettes à long et moyen terme. Regardez, je suis dans le durable. Les capitaux propres, principalement le capital social, c'est accordé par, d'accord, les actionnaires pour une longue période. Ce n'est pas pour une courte période. On ne crée pas une entreprise pour la faire dissoudre tout de suite. On crée une entreprise pour le long terme. On veut assurer la survie de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est normal que l'affaire soit durable et que le capital social soit une ressource à long et moyen terme. La même chose quand on veut financer un investissement. Je ne pense pas qu'un patron sage et un mode de management quand même assez raisonné va courir le risque d'aller prendre un crédit à court terme 3 à 4 mois pour acheter une machine qui coûte extrêmement cher. Et bien sûr, quand je dis un crédit à 3 mois, il faut savoir rembourser. Or, la définition d'un investissement, c'est quoi? Un investissement,
c'est l'acquisition d'un bien, c'est-à-dire une activité à long et moyen terme, qui veut dire que cette activité va devoir générer des bénéfices, non pas immédiatement, mais à long et moyen terme. Donc, en attendant que cet investissement génère des bénéfices qui ne sont pas immédiats, ça sera à long et moyen terme, vous allez devoir, dans ce cas, rééchelonner, c'est-à-dire avoir toujours une concordance entre la nature de l'opération, donc de l'investissement réalisé, et aussi la durée de remboursement. Un investissement qui ne génère des bénéfices que dans 2 ou 3 ans, ben, logiquement, vous devrez aussi avoir un financement aussi de plusieurs années. Donc, il faut qu'il y ait un parallélisme entre la nature des biens acquis et la nature aussi des ressources indispensables pour l'acquisition de ces biens. Et ce parallélisme, lui, on verra, Inch'Allah, c'est lui qui va forger les premières règles d'équilibre financier. Il est insensé qu'une entreprise finance ses investissements par du cash. Parce que les aléas de la conjoncture, aujourd'hui, regardez, on est en pleine crise. On ne peut pas, pour un battant qui a déjà couru le risque, oui, l'affaire, elle marche bien, il y a beaucoup d'argent. Puis on s'est dit, allez, on va se permettre de ponctionner la trésorerie pour financer une machine un peu chère. Ben, regardez si vous avez commis l'erreur de ponctionner la trésorerie pour financer une grande machine. Votre machine, elle coûte 10 millions de dirhams, milliards de centimes. Vous avez bien les 10 millions dans le compte. Vous prenez les 10 millions, vous financez l'investissement. Vous êtes en pleine crise Covid. Comment vous allez faire pour financer, payer les salaires, payer les loyers, payer les dépenses fournisseurs, payer les autres dépenses? Vous retrouverez devant une situation très délicate. Selon la durée de l'emploi, il faudra chercher la ressource correspondante. Un emploi durable, c'est-à-dire des immobilisations, il faut des ressources durables, c'est-à-dire immobiliser, c'est des ressources permanentes. Un emploi cyclique, il faut une ressource cyclique. Vous ne pourrez jamais courir le risque de financer des investissements par du cash. C'est d'ailleurs la première règle d'équilibre financier, la première règle d'une bonne gestion financière, c'est de financer les investissements par des financements permanents. Soit des capitaux propres, tant mieux, ça sera l'idéal, c'est la meilleure source de financement, c'est les capitaux propres. Mais si maintenant ces capitaux propres ne sont pas suffisants ou que les associés ne souhaitent pas financer et donc augmenter le capital pour des raisons, plusieurs raisons, on verra, Inch'Allah, on va développer assez bien ce cours-là, on va devoir taper à la porte des bailleurs de fonds, le banquier. C'est le banquier qui va donc vous financer par la suite. C'est le banquier qui va devoir vous aider à compléter le financement de vos capitaux propres. La deuxième composante du passif, c'est le passif circulant. Et regardez, on est à une durée de remboursement ici à moins d'1 an. C'est les ressources, c'est-à-dire les dettes. Envers qui? Envers les partenaires d'exploitation, c'est-à-dire les fournisseurs qui nous ont accompagnés, envers les différents créanciers, notamment l'État, la direction des impôts. On a des impôts à payer l'État, on a des salaires à payer aux employés de l'entreprise, on a des loyers à payer, on a des factures à payer aux transporteurs, à l'assureur, à la société de réparation, à la société de transport, à la société de communication, aux sociétés de télécom. On a tout un ensemble de dépenses à payer comme honoraires aux notaires, experts comptables, etc. Et donc, ces dépenses-là, qui sont à court terme mais qui n'atteignent jamais 1 an, c'est aussi qualifié de ressources. Vous me direz, madame, mais comment se fait-il que ce sont des dettes et en même temps des ressources? Eh bien, justement, ce petit dilemme, je l'ai déjà expliqué la dernière fois. J'avais dit que vous avez, à chaque fois que vous engagez une relation professionnelle avec un partenaire, par exemple, euh, vous achetez à crédit euh, pour un montant de 10 000 dirhams, mais vous réfléchissez quand même sur l'achat. Vous dites, tiens, un montant de 10 000 dirhams, j'ai le choix entre deux situations, ou bien je prends de ma trésorerie qui ne contient que 10 000 dirhams, ou bien je demande à ce fournisseur de me donner un délai de paiement. Première solution, votre trésorerie compte bancaire ne contient, il n'est approvisionné qu'à hauteur de 10 000. Si vous prenez de votre compte bancaire 10 000 dirhams, il vous restera absolument rien. 0 dirham. Ça veut dire qu'il ne vous restera rien pour financer les autres dépenses. Il n'y a pas que cette dépense, fournisseur. On est le 9 du mois, il reste quelques jours pour payer les salaires. Et donc, il faut disposer de cette somme pour payer les employés, les loyers, la facture d'eau, d'électricité, de téléphone, fournisseurs, les prestataires de services, les honoraires, la société de transport. Et donc là,
ponctionner 10 000 dirhams de vos trésoreries pour payer un fournisseur, là, vous allez vous mettre dans une situation assez délicate de trésorerie. Alors, essayez de négocier avec le fournisseur. Dites-lui, est-ce que c'est possible de vous donner un délai de 1 mois ou de 2 mois? S'il accepte, quel est l'impact dans ce cas? S'il accepte de décaler le paiement de sa créance à 1 mois, c'est comme si il vous donne le feu vert de laisser 10 000 dirhams dans la trésorerie. Donc en réalité, c'est comme s'il vous donne une ressource. C'est pour cela que tout le passif est appelé ressource. Mais en réalité, le revers de la médaille, ce sont des dettes. À chaque fois que vous avez un montant à mobiliser, plutôt à déplacer ou à payer, à chaque fois que c'est une ressource momentanée, attention, momentanée, donc elle est occasionnelle, et il faut savoir faire très attention au moment où vous devrez payer ces dettes-là. Donc c'est une ressource initiale, mais finalement, elle va automatiquement se transformer en une dette qu'il faut savoir payer. Donc il faut mobiliser votre actif circulant, vendre les stocks, mobiliser les clients pour pouvoir disposer du cash, donc de la trésorerie pour payer ces différentes dettes. Donc, le passif circulant est représenté par des ressources à court terme. C'est-à-dire c'est quand même un critère ou une durée d'exigibilité plus contraignante par rapport au financement permanent dont la durée d'exigibilité, elle est durable, elle est à long terme. Les capitaux propres ou le capital social pratiquement n'est jamais remboursable, sauf mais il y a des situations où on va devoir rembourser. Les dettes à long moyen terme sont une ressource à long et moyen terme. Regardez, on est dans des durées d'exigibilité éloignées. Le passif circulant, ici, non. On est dans des durées, c'est trop serré, ça commence à être serré. Hein. Un fournisseur, il ne pourra pas patienter un an. Après 3 mois, il va vous demander de payer ses chèques. Et c'est très, bon, très commercial. Un expert comptable, il faut payer ses honoraires périodiquement, chaque mois, chaque trimestre, parce que aussi, les cabinets d'expertise, ils ont aussi des dépenses. L'impôt, par exemple, comme la TVA ou comme l'IS, les acomptes provisionnels d'IS, il faut savoir les déclarer, les payer chaque trimestre. La TVA, c'est selon finalement vos déclarations, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Payer une TVA mensuelle ou une TVA trimestrielle. Les salaires, c'est chaque mois. Donc, vous voyez, la durée devient de plus en plus exigible. Et donc, on est en train d'augmenter l'exigibilité quand on descend en bas. Et pire encore, regardez, hein, la trésorerie passive. On est dans des crédits, ce qu'on appelle des concours bancaires à très, très court terme. Les concours bancaires ou les crédits à très court terme, c'est ce qu'on appelle des crédits revolving ou des crédits renouvelables, peuvent être de deux catégories d'une manière générale. Mais quelle que soit la forme, l'appellation en réalité, chaque banque lui donne une appellation spécifique, c'est normal parce que c'est un produit financier, les banques veulent un petit peu jouer la concurrence, donc on va essayer un petit peu d'ajouter des petits services à droite et à gauche, mais en général, vous avez deux masses de crédits bancaires ou de concours bancaires. D'abord, la première catégorie, c'est ce que nous appelons des facilités de caisse. C'est le cas d'une entreprise qui marche bien, mais qui vient de recevoir une commande marginale exceptionnelle qui double la mise. Tant mieux, le patron se frotte les mains, il y a de l'argent qui rentre, mais bon, il y a de l'argent qui rentre, mais là, il faut que je double l'effectif du personnel. La commande, je dois la satisfaire dans 3 semaines. Moi, je n'ai pas l'effectif du personnel qu'il faut. Je dois louer un autre magasin pour le stock de marchandises et de produits. Je dois payer peut-être le double de facture d'électricité, le double de l'équipe du personnel soir et jour. Et donc là, les dépenses, malheureusement, vont aussi suivre et je n'ai pas les moyens financiers pour faire face à ces dépenses, sachant que le client, il est solvable, c'est un client fidèle, il me paye chaque fin du mois. Et en attendant que la commande soit satisfaite et le client me paye, par exemple, à la fin du mois de juin, je m'adresse à mon banquier. Je tape à la porte du banquier, j'expose la situation, j'expose toutes les pièces, le bon de commande, bien sûr, du client. Le client ou la banque me connaît, elle a déjà l'identité bancaire, examine la situation, bien sûr, de l'évolution de mon compte bancaire. Et le banquier a le droit, bien sûr, d'évaluer d'une manière générale le montant dont a besoin cette entreprise, en faisant, bien sûr, des rapprochements entre les pièces fournies par le patron de l'entreprise, comme quoi c'est une preuve qu'il y aura une rentrée d'argent d'un montant peut-être de 1 million de dirhams, et qu'on a besoin de peut-être, je ne sais pas, 500 000 pour financer les dépenses durant ces 3 semaines. Et donc, cette avance, elle est occasionnelle, elle est momentanée,
Elle sert à faire face à un besoin précis. On l'appelle facilité de caisse. Par contre, l'autre catégorie de crédit à très court terme, ce qu'on appelle souvent les découverts, veulent dire quoi? Alors, les aléas de la vie, tout au long de l'année, vous avez des patrons qui font face à des hauts et des bas. Vous imaginez des périodes qui sont précises au cours de l'année. l'Aïd el-Kbir, on a quand même une hausse d'activité. La veille de Ramadan, durant le mois de Ramadan, on a une activité un peu exceptionnelle. En vacances, on a un petit marasme économique et donc quelques activités de service qui marchent. Le reste des usines, ils sont en congé. Donc, on sait très bien qu'avec une visibilité à terme sur l'année, on sait que, voilà, logiquement, on doit faire face à des dépenses périodiques, un minimum de dépenses. Et vous pouvez demander, hein, même aux autodidactes, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une formation très poussée, approfondie en sciences de gestion. Vous pouvez demander même à l'épicier du quartier, il est capable de faire cette analyse. Donc, avoir, on va dire, une visibilité globale sur les besoins de financement, eh ben oui, on pourra vous dire, oui, alors sur l'année, logiquement, le volume de dépenses fixes chaque mois auquel on doit faire face, c'est un minimum de 100 000 dirhams, comprenant les salaires fixes, comprenant les loyers, comprenant tout un ensemble de dépenses. Mais occasionnellement, la veille de Ramadan, durant Ramadan, la veille de l'Aïd Kbir, etc., on va peut-être doubler la mise à des moments donnés. Alors, vous imaginez, à chaque fois, vous tapez à la porte du banquier et vous le dérangez. Ah, j'ai besoin d'une facilité de caisse de 50 000. Le mois d'après, vous dites, ah, vous remboursez. Attention, la facilité de caisse, il faut la rembourser. Le mois d'après, vous dites, tiens, j'ai besoin d'une facilité de caisse de 150 000. Après 3 mois, encore une fois, vous dérangez le banquier. Pour éviter de déranger le banquier, comme la banque, elle examine quand même votre solvabilité et votre liquidité, votre capacité à faire face à vos engagements. Et là, le détail du détail, vous inquiétez pas. La banque, elle fait un examen méticuleux de l'évolution de votre compte bancaire et on est capable d'examiner votre compte bancaire à la trace pour s'assurer de tous ces éléments-là. En même temps, j'essaie de lire les commentaires. Est-ce que c'est possible d'avoir le cours complet après? Euh, Comment comptabiliser les amortissements incorporels? Bon, ça va venir, hein, ça va venir pour la comptabilisation des amortissements. Je m'explique. Si le fonds commercial est amorti sur 4 ans, le fonds commercial, souvent, n'est pas amorti, il est provisionné. Il est provisionné, mon cher ami. Alors, voilà, très bien. Voilà, c'est juste quelques éléments. Alors, on est en train de progresser, c'est une progression pédagogique dans le cours, c'est-à-dire on y va doucement. Moi, c'est un cours destiné au public, c'est-à-dire c'est un cours destiné à toute personne qui désire s'initier à la comptabilité, qui n'est pas connaisseur et qui désire comprendre. Donc, pour moi, le jeu, c'est surtout de banaliser les concepts. Les personnes qui sont déjà très initiées, ils peuvent peut-être aller chercher d'autres cours. Moi, je suis une évolution pédagogique, d'accord, de manière à ce que des gens qui veulent comprendre, des gens en activité, des personnes peut-être déjà qui bossent, qui travaillent, qui manipulent de l'information comptable et qui n'arrivent pas à comprendre le pourquoi de la chose, ben ça, ce cours-là est destiné justement pour ça. C'est-à-dire, on y va progressivement, il y a une progression pédagogique et on y arrive. Hein. Je ne peux pas passer directement aux amortissements, aux provisions, régularisations, aux écarts de conversion. Ce sont des choses, aux facturations, le détail, etc. C'est des choses qui vont venir par la suite parce que c'est une progression pédagogique. Donc, je préfère ne pas y aller rapidement, aller doucement avec la population qui désire s'initier. Et forcément arrivera le jour où on passera éventuellement, bien sûr, à ces jeux de comptabilité et donc à un niveau un peu plus difficile. Donc, revenons aux découverts. Alors, les découverts, c'est quoi? C'est justement quand vous avez un besoin, mais qui commence à être fréquent sur l'année. Ce n'est pas régulier. Vous savez très bien que vous devrez toujours disposer d'une somme minimale, par exemple de 100 000 dirhams, pour faire face à vos dépenses régulières, les loyers, les salaires, l'eau, l'électricité, le téléphone. Et comme l'activité est instable, des hauts et des bas, alors vaudrait mieux éviter de gêner et de déranger votre banquier. Et dans ce cas, il faut signer un contrat avec votre banque de manière à disposer d'une manière permanente d'un montant à votre disposition. C'est ce qu'on appelle des couverts. Quand je dis permanente, attention, je ne pense pas le terme. C'est juste la durée du contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne un découvert d'un montant de 200 000 dirhams, vous l'avez consommé, ben c'est fini, hein.
Si vous l'avez consommé d'ici à la fin du mois de juin, ben, on ne va pas vous renouveler le découvert. Il faut d'abord rembourser ce que vous avez consommé. Donc, si je prends le cas d'une entreprise qui dispose d'un découvert de 200 000, et il y a un compte bancaire qui est de zéro. Le premier chèque qu'elle a émis est de 10 000 dirhams. Est-ce qu'il peut être payé? Oui, il peut être payé. Parce que vous avez une ligne de financement de 200 000. Il vous reste combien à consommer? 200 000 moins 10 000, à savoir 190 000. Vous avez encore une fois émis un autre chèque de 90 000 qui tombe la semaine d'après. Est-ce qu'il peut être payé? Oui, il peut être payé parce que vous n'avez pas encore consommé la totalité du découvert. Il vous reste 190 000. Si nous prélevons le paiement de chèque de 90 000, il vous restera combien? 100 000. Mais si après 4 mois, vous imaginez, il y a pas de rentrée, ou rien, il n'y a pas de rentrée. Vous avez émis peut-être un effet code de commerce d'une somme de 100 000 dirhams. Est-ce qu'il peut être payé? Oui, parce qu'il reste encore quand même une ligne de 100 000 à consommer. Mais une fois consommé les 100 000, chaque valeur, chèque ou effet de commerce que vous émettez, attention, elle est au risque et péril, elle met votre santé, votre fragilité et votre engagement juridique. Donc après 4 mois, quand vous consommez les 200 000, vous devrez alimenter votre compte bancaire et rembourser les 200 000 dirhams. Donc faites attention. La trésorerie passive, c'est quand même une source de financement, mais elle est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un financement plus cher, extrêmement cher. C'est à cause de la durée qui est de très très court terme. Et c'est normal, autant que j'éloigne la durée, autant que le taux de financement, le taux d'intérêt est réduit, mais autant que la durée de financement est courte, autant que le taux d'intérêt est élevé. Deuxième raison, c'est que vous devrez rembourser chaque montant que vous avez consommé. Donc, la banque, quand elle examine finalement votre situation financière et quand on voit que vous ne faites pas d'efforts pour finalement rembourser ce que vous avez consommé, ben, ne vous attendez pas à un accompagnement de la part de la banque par la suite. On va bien sûr réfléchir 1000 fois avant de vous soutenir sur le plan financier. Donc, un petit récap du passif. Regardez, je suis là dans une exigibilité, mais immédiate. Autrement, je commence par des éléments immobilisés, plutôt les financements permanents, c'est pas du tout exigible immédiat, c'est à long terme. Donc, ils ne sont pas exigibles immédiatement. Je passe au passif circulant à des ressources, des dettes, donc dont l'exigibilité commence à augmenter de quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'à la trésorerie passive, elle qui est immédiatement exigible. Dans ce cas, nous allons considérer que le passif est classé par degré d'exigibilité croissante, alors que l'actif est classé par degré de liquidité croissante. Regardez, et le parallélisme entre les deux. L'actif, c'est selon le degré de liquidité, le passif selon le degré d'exigibilité. Et ce parallélisme, regardez, entre la durée, les financements d'une durée supérieure ou égale à un an, financement permanent, sont destinés à couvrir et à financer les actifs immobilisés d'une durée supérieure ou égale à un an. Le passif circulant, c'est l'ensemble des ressources cycliques, des dettes à très court terme, dettes circulantes, fournisseurs, dettes salariales, loyers, impôts, etc., qui doivent logiquement être destinées à financer l'exploitation, c'est-à-dire l'acquisition des stocks, mais aussi à couvrir et à récupérer les créances clients en douceur, donc à agir positivement sur la politique commerciale, de manière à transformer cet actif circulant en bas dans la trésorerie, il faut savoir le mobiliser. Et en attendant, vous avez de l'autre côté une trésorerie passive, d'accord, qui va, elle, d'accord, soutenir occasionnellement, soit dans le cas de découvert, soit dans le cas de facilité de caisse. Vous avez ici un petit exemple, on va le corriger quand même oralement. Alors, M. Al-Alami a apporté la somme de 997 500 dirhams pour créer une petite entreprise de confection. Donc déjà, la première imputation comptable de cette somme, c'est un capital. Ce capital de 997 500, au départ, et obligatoirement, vous êtes obligé de le mettre dans un compte bancaire. Donc la première des choses, vous verrez que vous allez ouvrir votre passif avec des financements propres, un capital de 997 500. Et cette somme de 997 500, vous verrez que vous allez la mettre dans la banque. Alors, à la fin du mois d'avril, il va acquérir les éléments suivants. Un fonds commercial, la valeur est de 150 000. Forcément, on va financer les 150 000 de la valeur du capital. Le matériel de transport, c'est un actif aussi immobilisé, comme le fonds commercial. On va aussi le financer du capital. Le mobilier de bureau, 56 000.
Alors, c'est aussi un actif immobilisé, c'est les bureaux, les classeurs métalliques, etc. On va les financer du capital social. Un stock de marchandises ou de matières premières. Les stocks de matières premières font partie de l'actif circulant. Pour combien? 458 000. On nous dit dont 25% à crédit. Donc, je dois bien distinguer entre la valeur d'origine du bien acquis et la source de financement. Comme j'ai fait ici pour les premiers éléments, le fonds commercial, je l'ai acquis du capital. Le matériel de transport, je l'ai financé du capital. Le mobilier de bureau, je l'ai financé du capital. Les stocks ici, quelle est leur valeur? C'est 450 000. Donc, je vais ouvrir mon actif circulant et je vais alimenter mes stocks de matières premières de 450 000. Et après, je verrai est-ce que je vais pouvoir les financer du capital. Alors, je fais mes calculs. Regardez. Alors, je prends d'abord mon capital social, 997 500. On va déborder légèrement ces mots-là par rapport au temps, 5 minutes, parce que pédagogiquement parlant, je dois finir l'exercice avant de clôturer la séance. Alors, 997 500, ça c'est le capital. J'enlève les 150 000 dirhams du fonds commercial. J'enlève 98 000 dirhams du matériel de transport. J'enlève 56 000 dirhams du mobilier de bureau. Avant de passer au stock, il restera combien dans le capital? Il restera 600, si les calculs sont bons, 150 000, 98 et 56 000. Il restera 693 500. C'est bien. Moi, je pourrais, pour la valeur des stocks 458 000, largement financer ces stocks de ce qui reste au niveau de mon compte bancaire du capital, 693 500. Pas de souci. Mais si je prélève directement 458 000, tout ce qui reste, c'est je mets moins 458 000, il me restera uniquement 235 500. Et là, je dois faire un arbitrage. Est-ce que je peux demander un crédit fournisseur ou demander à mon fournisseur de ne pas payer la totalité de 458 000, là quand même à 45 millions de centimes et 8 000 dirhams. Ce n'est pas une petite somme. Les négociations ont donné la petite information. Voilà, ce pronom relatif dont 25% à crédit. Ça veut dire que 458 000 dirhams, voilà, ont été financés en partie à crédit à raison de 458 000 fois les 25%, voilà, 458 000, multiplié par 25%, il restera, voilà, la valeur du crédit, elle est de 114 500. Ça veut dire que je dois ouvrir mon passif circulant pour une dette fournisseur de combien? 114 500. Et le reste, bien entendu, le reste, à savoir les 458 000 moins 114 500, 343 500, c'est clair, ils vont être financés, bien sûr, de ce qu'on a dans la trésorerie. Tout calcul fait, pour vous voulez savoir ce qui reste dans la trésorerie, faites la différence entre ce que vous avez dans l'actif, moins ce que vous avez comme dette dans le passif, c'est-à-dire le capital social et les dettes fournisseurs, 114 500. Il restera donc une différence entre l'actif et le passif, c'est exactement ce qui restera dans la trésorerie. Alors ce montant-là, vous le partagez à hauteur de 70% dans la banque et le reste dans la caisse. Alors regardez, voilà, le montant qui restera dans la trésorerie, c'est les 345 000 dirhams, les 350 000 dirhams. Si vous les partagez à hauteur de 70% dans la banque, vous allez obtenir 245 000 et le reste, à savoir 30%, iront directement dans le coffre-fort, c'est-à-dire la caisse. Je vois très bien que les éléments indispensables pour établir un bilan sont bien là. La date du bilan, c'est le 30 avril 2002 de l'entreprise Alami. J'ai respecté bien sûr la structure d'un bilan légal, l'ensemble des ressources indispensables pour financer l'ensemble de ces emplois, les ressources qui sont indispensables, les financements permanents pour un capital social de 997 500, le passif circulant pour une dette fournisseur de 114 500. Il n'y a pas de trésorerie passive parce qu'au départ, peut-être la banque n'a pas accepté d'accorder un découvert. C'est normal, on ne peut pas faire confiance à une entreprise dès le début. Il faut que finalement on puisse examiner l'évolution du compte bancaire pour pouvoir soutenir financièrement l'entreprise. L'actif de l'entreprise, il est composé d'un actif immobilisé, de fonds commercial, matériel de transport mobilier, des éléments cycliques, c'est les stocks de matières premières pour 458 000 et d'une trésorerie d'une somme de 350 000. Est-ce que l'équilibre du bilan est assuré? Oui, exactement. Le total bilan, il est de 1 112 000
Alors, il y a bien une correspondance entre l'actif et le passif. Ma solution, elle est bonne. Regardez, c'est l'image fidèle de ce que possède l'entreprise Alami à la date du 30 avril. Un petit récap. Votre bilan, lui, examine l'état du patrimoine de l'entreprise. L'actif, c'est ce que possède l'entreprise. Le passif, c'est ce qu'elle doit payer. L'actif, c'est l'ensemble des emplois. Le passif, c'est l'ensemble des, bien sûr, origines de ces ressources. Vous devrez toujours vérifier qu'il y a bien équilibre entre les deux. Un dernier exercice avant de clôturer la séance. On vous donne une situation d'une entreprise au 1er janvier 97 et on vous demande juste de les classer. Donc, on va faire juste un classement oral. Alors, le mobilier de bureau, c'est une immobilisation corporelle. Le matériel de bureau, c'est une immobilisation corporelle. Le matériel de transport pour 177 000, c'est immo corporel. Le matériel informatique, c'est aussi une immobilisation corporelle. Les stocks de marchandises, c'est un élément de l'actif circulant. Les fournisseurs, effets de commerce, c'est ce qu'on appelle les traitats, c'est-à-dire les traites, c'est une dette du passif circulant. Les clients, effets de commerce, c'est une créance de l'actif circulant. C'est quand les clients payent par traite. Hein. Autres organismes sociaux, c'est une dette du passif circulant, le cas de par exemple, la caisse de retraite, etc., mutuelle. Le prêt au personnel, on avait dit, c'est des immobilisations financières, je l'ai expliqué tout à l'heure. L'emprunt auprès de la BMCE, c'est un crédit à long terme. Les fournisseurs avec URS, hein, c'est une dette du passif circulant. L'avoir en banque et la caisse, c'est forcément la trésorerie. La banque, c'est la trésorerie. Les clients, c'est l'actif circulant. La caisse, c'est la trésorerie. Le dû à l'État, c'est-à-dire l'impôt, c'est les dettes, ça peut être l'IR, ça peut être l'IS, etc. La CNSS, c'est la caisse sociale. Les fournisseurs d'immobilisation et les dettes sur acquisition d'immobilisation. Ces deux catégories de dettes, on les appelle précisément, on les utilise précisément quand on fait l'acquisition d'une immobilisation à crédit. Et là, on va quand même faire la différence entre la durée de crédit. Si la durée du crédit d'acquisition d'immobilisation est de 1 an et plus, c'est-à-dire c'est une longue période. Dans ce cas, vous allez utiliser la dette fournisseur d'immobilisation parce que la durée, elle est de long terme, vous allez la retrouver dans les financements permanents. Mais par contre, si la durée de crédit de l'immobilisation, elle est de moins d'1 an, dans ce cas, vous allez trouver la dette sur acquisition d'immobilisation dans le passif circulant. Voilà, on est arrivé au terme de cette séance, quatrième séance. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, Rahim, mardi prochain. Prenez soin de vous. Essayez de revoir votre cours de comptabilité, éventuellement pour les personnes déjà un peu initiées, si vous voulez poser des questions. N'hésitez surtout pas à noter vos questions, Inch'Allah, Rahim, ou sinon à les poster sur la page Facebook, il n'y a aucun souci, je reviendrai à vos questions, on va noter vos questions sans souci, on va répondre à ces questions-là. L'essentiel, c'est de vous accompagner pas à pas dans l'apprentissage, d'accord, de ce cours-là, la comptabilité pour tous. Alors, d'ici mardi prochain, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine. وفي أمان الله وحفظه حفظ الله جميعا إن شاء الله وبإذن الله مع السلامة